Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va traiter d'une injonction qui est assez fréquente. C'est l'injonction à faire des efforts. Alors c'est une injonction, bien sûr, qui n'est pas réservée aux personnes neuroatypiques, hein, mais qui a un impact particulier pour nous. Alors on t'a peut-être dit quand tu étais plus jeune de faire des efforts, par exemple pour éviter les étourderies, pour rester jusqu'à la fin, pour te tenir tranquille sur ta chaise, peut-être pour prendre les choses moins à cœur aussi, réagir moins fortement. On t'a peut-être dit aussi les choses autrement, par exemple endurcis-toi, prends sur toi, regarde ta sœur comme elle y arrive bien, ce genre de choses. Cette injonction à faire des efforts, tu l'as entendue maintes fois et tu as fini par l'intégrer. Peut-être même que maintenant tu te dis à toi-même de faire des efforts. C'est devenu quelque chose de naturel pour toi. Euh, et on va voir en quoi ça peut être un problème dans ce podcast. Alors déjà, cette injonction à faire des efforts, elle n'a tout simplement pas de sens quand on est neuroatypique. En fait, un effort, si on regarde la définition du dictionnaire, c'est, je cite, la mobilisation volontaire de force physique, intellectuelle, morale en vue de résister ou pour vaincre une résistance. Donc ça sous-entend que en fait c'est une question de volonté. C'est un peu quand on veut on peut quoi. Il suffit de vouloir et on peut y arriver. Et donc bon, je vais pas commenter quand on veut on peut. Certaines personnes sont attachées à ça. C'est une manière de voir la vie. Ok. Pas de problème avec ça. Mais quand on est neuroatypique, c'est tout simplement faux. Pourquoi? Parce qu'on a des différences objectives dans notre câblage cérébral, dans notre neurobiologie par rapport aux personnes neurotypiques. Je vais juste te donner un seul exemple parce que je suis pas là pour te faire un cours de neurobiologie. Je vais te parler de l'insula, qui est une zone du cerveau qui est impliquée notamment dans le traitement sensoriel et aussi dans la modulation des émotions sociales. Eh bien, chez les personnes autistes, cette partie du cerveau, l'insula, elle est moins épaisse que la norme. Et la conséquence de ça, c'est que le cerveau priorise moins bien les stimuli. Donc, là où quelqu'un qui a un cerveau neurotypique va finir par s'habituer au bout du frigo, plus ou moins rapidement, mais souvent c'est au bout de 2 minutes, c'est bon. Avec un cerveau autiste, on va continuer à traiter ce bruit, ce stimulus, comme si c'était une information de premier plan. Et on va faire ça toute la journée, ce qui a des conséquences importantes sur notre fatigue. Donc, ce n'est pas une question de volonté, c'est vraiment une différence à faire entre pouvoir et vouloir. Cette injonction, en plus de ne pas avoir de sens, elle est dangereuse. En fait, quand on te dit fais un effort, on t'invite finalement à dépasser tes limites, à aller contre tes limites, à dépasser les résistances que j'ai évoquées plus tôt. Et dans certains cas, effectivement, sur le moment, c'est possible, tu arrives à dépasser tes limites, mais tu vas le payer très cher plus tard. En fait, quand tu forces ton cerveau, ton système nerveux à fonctionner contre lui-même, c'est un peu comme si tu allais emprunter de l'argent à la banque. Tu utilises cet argent, mais cet argent n'est pas à toi. Et un jour ou l'autre, tu vas devoir le rembourser avec des intérêts. Ben, c'est un petit peu la même chose. Ça a des conséquences importantes, notamment en termes de santé. Sur le plan de la santé physique, quand tu te suradaptes comme ça, quand tu dépasses tes limites, tu mets ton système nerveux dans un état d'alerte permanent. Cet état d'alerte, il va déjà, premièrement, affaiblir ton système immunitaire parce que tu es tout le temps stressé. Je parle d'un stress physiologique, hein, pas de l'émotion. Euh, un risque de somatisation, tu vas peut-être sentir des douleurs. Ce qui est le plus fréquent, c'est d'avoir des douleurs au niveau des cervicales, par exemple, au niveau des lombaires. Ça, ce sont souvent des tensions musculaires qui sont le signe que ton système nerveux est en état d'alerte. Et à terme, tu t'épuises et tu peux même t'effondrer totalement. D'ailleurs, en moyenne, les personnes neuroatypiques s'effondrent autour de leurs 30-40 ans parce que justement, elles ont poussé
pendant des années. Là, on a parlé du corps, mais maintenant, on va parler aussi de santé mentale parce que c'est important. Quand on internalise tous ces jugements parce qu'on n'arrive pas à faire les efforts qu'on suppose qu'on devrait faire ou qu'on nous dit qu'on devrait faire, on se sent nul, on se sent instable, on se sent incapable. Et tout ça, bien sûr, ça affecte l'estime de soi. Ça va, à terme, favoriser le développement de troubles psychiques secondaires, notamment l'anxiété généralisée, la dépression et les addictions. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu penses que tu peux, en fait, même si tu as cette impression-là, ça ne veut pas dire que tu peux réellement. Pouvoir, pour moi, ça doit obéir à une autre définition. Pouvoir, c'est pas simplement avoir les moyens de faire quelque chose, mais c'est avoir les moyens de faire quelque chose sans préjudice pour ta santé présente et ta santé future. Je vais te donner un exemple que je trouve très parlant. C'est l'exemple d'une personne qui est allergique, par exemple, aux cacahuètes. Cette personne-là, ça ne te viendrait pas à l'idée, ça ne viendrait à l'idée de personne, normalement, de lui dire fais un effort, mange quand même des cacahuètes. Parce que elle peut techniquement manger des cacahuètes, elle peut les prendre, elle peut les mettre dans la bouche, elle peut. Mais ça la met en danger grave, très très grave. Donc, quelles sont les conséquences de ce que je vais faire là? Est-ce que vraiment je peux en prendre de moi, en me respectant? Ou est-ce que je peux, en apparence, là, dans l'instant, il va pas forcément m'arriver quelque chose de grave tout de suite maintenant, mais en fait, ça a un prix que je vais payer plus tard. Ok, donc cette injonction, elle est vraiment dangereuse. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Je te propose quelques clés. Alors les clés que je vais te proposer, certaines, elles sont pour toi et certaines sont pour tes proches. Ce que tu peux faire, toi, en tant que personne concernée. La première chose, c'est justement arriver à apprendre à faire cette distinction entre je veux et je peux. Adopter cette nouvelle définition de pouvoir. Donc si tu peux, mais que ça a des conséquences potentielles négatives sur ta santé, c'est que tu ne peux pas en réalité. Ok, ça je te demande vraiment de méditer là-dessus si tu sens des résistances pour pouvoir intégrer cette notion-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement arrêter de croire que faire des efforts, c'est une demande valide, sensée et juste. Si tu te surprends à toi-même de faire des efforts ou à te juger toi-même en te disant je suis nul de pas être capable de faire ci, de pas pouvoir faire ça, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est à revenir vraiment à des éléments factuels. Par exemple, tu te dis, là, mon cerveau, il est trop sollicité, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me reposer. Ça, c'est purement factuel. Une autre clé qui est essentielle, c'est d'apprendre à connaître tes limites. Et pour ça, tu vas devoir t'observer. Alors, ça peut être un peu fastidieux, mais ça vaut la peine. Parce que ça va te permettre d'identifier tes réactions face à certaines situations. Et au fur et à mesure, tu pourras mieux cerner ce qui est réellement possible pour toi avec la définition de pouvoir qu'on a donnée plus tôt dans cet épisode. Tu pourras distinguer vraiment ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, sous-entendu sans compromettre ta santé. Ensuite, une autre, la proactivité. Ça veut dire que par exemple, si tu es dans un environnement dans lequel tu es gêné par le bruit, pour l'instant tu supportes, mais que à un moment ça va faire trop. Donc c'est vraiment de mettre ton casque anti-bruit pour anticiper, avant que ça ne soit trop tard. Et une dernière clé, c'est d'apprendre à communiquer fermement, d'apprendre à dire clairement, je ne peux pas faire ça pour le moment, ou par exemple, j'ai besoin d'un format écrit plutôt qu'un format oral. Voilà, d'exprimer clairement ce dont tu as besoin, d'exprimer clairement tes limites, d'être dans l'assertivité par rapport à ça, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi, sauf si tu as vraiment des proches qui sont extrêmement bienveillants et qui sont avec toi 24 heures sur 24, mais il y a forcément des situations où tu vas devoir exprimer toi-même tes besoins et tes limites. Et plus tu le fais tôt, plus ça va être facile pour toi de le faire. Si tu attends d'être mal, tu vas avoir plus de mal à communiquer, plus de mal à t'exprimer. Donc, je te conseille vraiment de
dire les choses le plus tôt possible. Bien sûr, si tu sens que c'est possible, parce qu'il peut y avoir des situations où on sent clairement qu'exprimer ses besoins, exprimer ses limites, ça peut nous mettre en danger. Et là, je te conseille vraiment de pas le faire dans ces moments-là et de plutôt chercher une issue pour sortir le plus tôt possible de cette situation. Maintenant, je vais donner quelques petites clés pour tes proches, pour tes alliés. La première, c'est de toujours valider ton ressenti sans le remettre en question, sans te demander de te justifier ou d'expliquer et sans comparer à leur ressenti ou à une autre personne neuroatypique, parce que toutes les personnes neuroatypiques sont différentes, comme toutes les personnes neurotypiques d'ailleurs. Et ce n'est pas parce que ta cousine autiste supporte le bruit que toi, tu vas le supporter. Une autre clé, c'est d'avoir toujours en tête que c'est l'environnement, l'extérieur, qui doit être adapté et pas la personne qui doit s'adapter. Donc de comprendre que ce sont des ajustements à faire à l'extérieur et tes proches peuvent t'aider là-dessus en prenant les devants et en t'aidant à trouver des solutions pratiques. Une autre invitation pour tes proches, c'est la flexibilité, les alternatives. Être à l'aise avec le fait de faire les choses différemment. Déconstruire leurs attentes normatives aussi. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça que ça va fonctionner pour toi et c'est complètement ok. Ça peut être très enrichissant de voir d'autres manières de fonctionner, de voir d'autres manières de vivre et ça peut être quelque chose qui peut être vraiment vécu comme épanouissant, enrichissant plutôt que limitant pour tes proches. Et la dernière clé, le dernier conseil qui pour moi est vraiment essentiel, c'est de s'éduquer par soi-même. Parce que tu as déjà une charge mentale énorme pour gérer tes propres besoins, ta propre neuroatypie. Et c'est difficile de devoir en plus prendre la charge d'éduquer son entourage. Donc si tes proches peuvent éviter de faire peser ce poids-là sur toi, c'est vraiment sympa de leur part. Et petit truc, c'est de plutôt privilégier les sources d'infos qui proviennent de personnes concernées, parce que ça sera toujours plus juste et plus ancré dans la réalité que des sources qui ne sont pas vécues ou qui sont issues d'une observation extérieure, d'un regard extérieur. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour te libérer petit à petit de cette injonction à faire des efforts. Et je te dis à bientôt.